L'histoire commence par des explosions sur une île, et un capitaine d'un navire les observe à l'aide de jumelles. Un membre de son équipage se demande s'il ne devrait pas participer à ce combat, mais le capitaine déclare qu'il est inutile pour eux de s'impliquer, car leurs armes n'ont aucun effet sur ces créatures. Il affirme qu'ils n'ont d'autre choix que de laisser cela aux chasseurs, et nous voyons alors les chasseurs combattre des monstres semblables à des fourmis. Ils affrontent l'ennemi et mentionnent qu'ils doivent tenir bon, sinon la ligne de front va s'effondrer, mais les chasseurs ne font pas le poids contre ces monstres et sont facilement vaincus. L'un d'eux affirme qu'ils sont trop bas gradés pour affronter ces monstres, puis un homme nommé Byung-gu arrive et guérit instantanément l'un des chasseurs blessés. Les monstres tentent alors de l'attaquer, mais l'un de ses coéquipiers le sauve, et leur autre membre de l'équipe, Yong-ho, affronte les monstres avec sa force brute. Ils parviennent à vaincre toutes les fourmis rouges, et Eun-sok mentionne que Byung-gu va trop vite. Byung-gu explique qu'il voulait protéger autant de chasseurs que possible et qu'il savait que les deux allaient le soutenir. Une fourmi blanche arrive alors, et Eun-sok pense que c'est peut-être le chef de cet SM. Il combat le chef avec Yong-ho, et Yong-ho parvient à le vaincre en lui lançant l'une de ses propres pinces. D'autres monstres similaires arrivent, et Eun-sok pense que celui-ci n'était pas le chef. Les deux combattent les monstres nouvellement arrivés, pendant ce temps leur maître de guilde nommé Choi Jong-in est ravi qu'il soit arrivé à temps. Il pense qu'il devrait aussi commencer, et on le voit affronter un SM de fourmis rouges avec quelques autres chasseurs. Il utilise sa magie du feu pour s'occuper des fourmis rouges, puis ils combattent les fourmis blanches. On explique alors qu'il y a 10 ans, une série de portails reliant leur monde à une dimension alternative est apparue, et de l'autre côté de chaque porte se trouvaient des créatures bizarres appelées bêtes magiques. Elles étaient immunisées contre les armes conventionnelles, et ceux qui ont éveillé le pouvoir de les combattre étaient appelés chasseurs. En fonction de la quantité de puissance magique contenue dans leur corps, ils étaient classés de E à S en ordre croissant. Cependant, une fois ces pouvoirs éveillés, aucun effort individuel ne peut conduire à une plus grande force. L'histoire avance ensuite de 3 ans, et on voit des chasseurs rassemblés sur le site d'un donjon nouvellement apparu. L'un d'eux, nommé Kim, retrouve son vieil ami Park, et il se demande ce que Park fait ici, car la dernière fois, il avait dit qu'il en avait assez de chasser. Park déclare qu'il est là parce que sa femme est enceinte de leur deuxième enfant, et Kim mentionne que cela a du sens, car il gagnerait bien s'ils réussissent le raid. Les gens remarquent ensuite l'arrivée d'un chasseur nommé Jinwoo, et tout le monde le salue. Kim le fait également, et Park se demande si Jinwoo est un chasseur puissant. Kim lui dit que c'est exactement le contraire et explique que Jinwoo a rejoint après que Park ait quitté, et son surnom est le chasseur le plus faible de toute l'humanité. Il mentionne qu'un passage par un portail de rang l'a récemment envoyé à l'hôpital, et il pourrait être le chasseur le plus faible de tous. Ainsi, toute expédition à laquelle il participe peut être considérée comme facile. Kim mentionne qu'il détesterait que Jinwoo les écoute, alors il devrait en rester là, et Jinwoo pense qu'il a déjà tout entendu, mais il ne peut pas contredire la vérité. Jinwoo rencontre ensuite une chasseuse nommée Joe, qui lui demande ce qui est arrivé à son visage. Jinwoo mentionne que c'est habituel, et Joe lui dit qu'il doit faire plus attention. Ensuite, Joe mentionne qu'elle a entendu dire qu'il a fini à l'hôpital, et Jinwoo explique qu'il était le seul blessé, car c'était un donjon de rang E. Joe se met en colère en son nom, et Jinwoo lui dit que c'est sa faute d'être faible. Jinwoo mentionne ensuite que la porte est sur le point de s'ouvrir, et il s'en va. Un homme nommé Song Shi-yul se présente alors et mentionne qu'il va être le chef de cette expédition. Tout le monde est d'accord, car Shi-yul est le plus fort d'entre eux, et ils entrent ensuite dans le donjon. Jinwoo pense alors qu'il ne pouvait se permettre qu'un couteau avec à peine un peu de pouvoir magique pour cette expédition, et il pense que c'est mieux que rien, et il entre aussi. Ailleurs, un homme nommé Woo Jin-chul accueille le président de l'association des chasseurs nommé Go Gun-hye, et il se demande comment s'est passée sa réunion avec l'administration. Gun-hye déclare que c'était les points habituels, et ils ont mentionné que les ruptures de donjons sont dangereuses, mais ils veulent toujours les ressources qui peuvent être collectées des donjons. Leurs demandes ont du sens, et les chasseurs gagnent de l'argent en vendant ces ressources. Ils mentionnent que les pierres collectées à partir de monstres vaincus sont appelées pierres d'essence, et elles sont précieuses. Il explique que les pierres d'essence collectées à partir de bêtes de haut rang peuvent être transformées en armes puissantes, et les cristaux de mana collectés des donjons ont une application similaire, mais ils sont moins puissants. Cependant, le gouvernement s'intéresse à une utilisation différente, et ils veulent créer une source d'énergie propre idéale en utilisant des ressources des donjons. Ils travaillent sur un moyen de générer de l'électricité en utilisant des pierres d'essence et des cristaux de mana,
et c'est pourquoi une grande responsabilité repose sur les épaules des chasseurs. Nous voyons ensuite que Jinwo a réussi à obtenir une pierre d'essence, et bien qu'il soit heureux de sa réalisation, un monstre l'attaque, et le couteau de Jinwo se casse pendant le combat. Le monstre poignarde ensuite Jinwo, et Park le sauve en tuant le monstre. Joe le soigne pendant que Park retourne au combat, et pendant qu'il est soigné, les autres parviennent à vaincre tous les monstres, y compris le boss du donjon. Joe demande ensuite à Jinwo s'il reste chasseur à cause de sa stubbornness, et elle mentionne qu'il va mourir si les choses continuent ainsi. Joe déclare qu'elle s'inquiète pour lui, et les autres chasseurs collectent leur butin. Ils ne sont pas satisfaits de la quantité de butin qu'ils ont obtenu ici, et ils pensent qu'il n'y a pas beaucoup de cristaux de mana non plus. Jinwo pense que cette expédition est terminée, et il n'a qu'une pierre d'essence de rang à montrer. Il pense que cela n'en valait guère la peine de mourir, et l'un des chasseurs découvre ensuite une grotte à l'intérieur du donjon. Les autres le remarquent aussi, et ils découvrent qu'elle s'étend profondément. Chiul mentionne que c'est ce qu'ils appellent un double donjon, et c'est probablement la raison pour laquelle le donjon ne se ferme pas même lorsqu'ils ont vaincu le boss. Kim et Park pensent qu'ils peuvent trouver encore plus de butin dans ce cas, et Chiul dit à tout le monde que, en rencontrant des cas inattendus comme celui-ci, la procédure standard est d'attendre les ordres de l'association des chasseurs. Kim déclare que s'ils font cela, les nouveaux vont s'accaparer tout le trésor, et Park mentionne que cela devrait être bien, car c'est toujours une partie d'un donjon de rang et Chiul y réfléchit, et il décide de faire un vote. Le vote se termine par une égalité avec Jinwo étant le seul à ne pas avoir encore voté, et Jinwo pense qu'il ne devrait pas y aller, car même un donjon de rang est trop pour lui, mais maintenant que son père est parti, il doit subvenir aux besoins du traitement de sa mère, et il doit aussi envoyer sa sœur à l'université. Il pense qu'il a besoin de cet argent, et il mentionne qu'il devrait y aller. Nous voyons ensuite des personnes vérifiant leur puissance magique, et il y a beaucoup de recruteurs de guildes sur le site. Ils recrutent des personnes dignes pour leur guilde, et l'un des recruteurs contacte Choi Jonin et mentionne qu'il a réussi à recruter un rang B et 2 rangs C. Jonin pense que les choses s'annoncent bien, et il demande aux recruteurs de faire une offre à quiconque semble être un atout. Ils pensent qu'ils ne vont pas trouver quelqu'un d'autre comme Sha'in, mais cela vaut la peine d'essayer. Nous voyons ensuite des voyous à vélo volant le sac d'une dame, mais une fille blonde parvient à les arrêter. Elle rend le sac à la dame, et les gens autour la reconnaissent comme une chasseuse de rang S nommée Sha'in, et ils l'entourent, mais Sha'in parvient à s'échapper en utilisant ses compétences acrobatiques. Pendant ce temps, dans le donjon, les chasseurs marchent à l'intérieur de la grotte depuis 40 minutes, mais ils ne voient toujours rien. Chiul mentionne que la porte ne devrait pas se fermer avant 1 heure après qu'ils aient tué le boss du donjon, donc ils ont encore 20 minutes à perdre. Jinwo s'excuse alors auprès de Joe et mentionne qu'il ne cherche le boss du donjon que parce qu'il a voté en sa faveur. Joe déclare qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle, et elle mentionne qu'elle est celle qui s'inquiète pour lui, car l'attaque d'il y a peu l'aurait tué s'il avait été touché un peu plus haut. Elle se demande s'il pensait même lorsqu'il a voté, et il s'excuse pour cela. Joe déclare qu'une excuse ne suffit pas, et elle mentionne que Jinwo peut la traiter un jour pour montrer sa gratitude. Jinwo est surpris par cela, et les chasseurs atteignent ensuite la chambre du boss. Ils pensent qu'il est rare de voir une porte dans la chambre du boss, et c'est intimidant, mais ils décident d'y entrer quand même. Ailleurs, nous voyons les personnes qui viennent de vérifier leur puissance magique, écoutant une orientation de Go Gunné, et Gunné mentionne que parmi eux, il y aura des gens qui choisiront d'être chasseurs et d'autres qui ne le feront pas. Il mentionne que cela fait plus de 10 ans que les donjons sont apparus, mais ils n'en savent toujours pas beaucoup à leur sujet. Devenir chasseur, c'est risquer sa vie, et même ceux qui se sont habitués au raid ne peuvent pas baisser leur garde, car la seule façon de survivre à un donjon est d'avoir peur. Les chasseurs entrent ensuite dans la salle du boss, et ils remarquent de grandes statues. Jinguo remarque qu'une des statues est plus grande que les autres. Les chasseurs remarquent qu'il n'y a pas de monstre ici, et l'un d'eux trouve quelque chose d'écrit dans un ancien script. Chiul lit le script, et il remarque que les commandements du temple de Cartenon y sont écrits. Il lit les commandements, et pendant ce temps, Joe dit à Jinwo qu'elle vient de voir les yeux de la grande statue bouger. Elle déclare qu'elle les a observés et que Jinwo lui dit qu'elle doit l'avoir imaginé. Chiul mentionne ensuite que ceux qui ne suivent pas ces commandements ne seront pas autorisés à partir. La porte de la salle du boss se ferme ensuite, et les chasseurs se demandent s'ils sont piégés à l'intérieur. L'un des chasseurs mentionne qu'il savait que c'était une mauvaise idée, et il essaie de quitter la salle, mais l'une des statues bouge et le tue. Les autres chasseurs ont peur en voyant cela,
et Jinwo pense que le gars qui vient de mourir était un rang D, il était plus fort que lui, un rang E, mais il a été tué en un instant. Il pense que cela n'a pas de sens, car c'est un donjon de rang D, et il ne devrait pas y avoir de bêtes magiques comme celle-ci ici. Jinwo remarque ensuite que les yeux de la grande statue bougent, et il pense qu'il a souvent été au bord de la mort. Dans sa première expédition, il s'est séparé de tout le monde et s'est retrouvé coincé. Il a même été attaqué par des monstres de rang E et a passé des semaines à l'hôpital, et il a failli mourir de faim aussi. Peu importe le rang bas du donjon, il se battait toujours pour sa vie. Il a enduré les moqueries et accepté des emplois mettant sa vie en danger, mais pour survivre, il a appris à garder les yeux ouverts et à chercher des opportunités. Il pense que c'est peut-être pourquoi il a pu dire ce qui va se passer ensuite, et il dit à tout le monde de se baisser. La grande statue attaque alors tout le monde avec un laser, et ceux qui ne se sont pas baissés sont brûlés par celui-ci. Les survivants sont horrifiés de voir cela, et Jinwo se demande s'ils vont mourir ici. Les autres pensent qu'ils devraient sortir d'ici, mais certains d'entre eux mentionnent qu'ils pourraient être tués s'ils bougent. Il se demande quoi faire alors, et Chiyul demande à tout le monde de ne pas bouger, sinon il attaquera à nouveau. Il parle ensuite à Jinwo et mentionne qu'ils seraient tous morts si Jinwo n'avait pas remarqué ce qui se passait. Jinwo mentionne que cela semblait juste dangereux, et il remarque que Chiyul a perdu un bras. Chiyul déclare que ce n'est pas si grave et demande à Jinwo d'arrêter le saignement. Jinwo le fait, et Chiyul mentionne qu'il espérait demander à jouer, mais elle ne supporte pas bien la pression. C'est pourquoi elle ne participe qu'à des raids faciles malgré le fait d'être une guérisseuse de rang B. Il mentionne qu'il est lui-même allé dans quelques donjons de rang B, mais que cette chose pourrait être de rang A, voire S. Chiyul déclare ensuite que les commandements du temple de Cartenon écrits sur les tablettes de pierre sont de révérer Dieu, de le louer et de prouver leur foi en lui. Ceux qui ne suivent pas ces lois ne quitteront pas cet endroit vivant, et Jinwo se demande si la grande statue est le Dieu dont il parle. Il est ensuite expliqué qu'il y a 10 ans, des tunnels appelés portails reliant leur monde à une dimension alternative sont apparus. Cela a donné lieu à des phénomènes surnaturels dans le monde entier, et ceux qui éveillent des pouvoirs spéciaux, appelés chasseurs, en sont un exemple. Ils sont chargés de vaincre les créatures qui se trouvent dans les donjons, et une fois que le pouvoir d'un chasseur est activé, il ne change jamais. Mais parfois, de l'autre côté d'un portail, on trouve des monstres qui inspirent quelque chose au-delà de la terreur. La scène passe ensuite à la sœur de Jinwo, Gina, à l'école, et l'une de ses amies arrive en retard. Elle demande à Gina si son frère est un chasseur, et Gina mentionne que oui, mais c'est juste un rang E. Par conséquent, il se fait toujours mal, et cela semble être beaucoup de problèmes. Il est rentré à la maison couvert de bandages l'autre jour, et elle se demande pourquoi son ami pose la question. L'ami de Gina mentionne qu'il n'y a pas de raison, et elle pense qu'elle pourrait faire mieux que le frère de Gina. De retour dans le donjon, Chiyul mentionne que cette chose est trop puissante, et il déclare qu'il devrait se ressaisir et trouver un moyen de sortir d'ici. L'une des personnes piégées dans le donjon déclare alors qu'il ne va pas mourir ici, car il a enfin réussi à conclure un contrat avec une grande guilde, et il pense qu'il pourrait peut-être sortir d'ici s'il court à pleine vitesse. Il pense qu'il est confiant dans sa vitesse, et il essaie de s'enfuir, mais la statue le réduit en cendres en moins d'une seconde. Chiyul pense que cela signifie que cette chose peut les écraser comme des insectes quand elle le souhaite, et Jinwo se demande pourquoi elle ne les tue pas alors. Il se demande ce que cela pourrait signifier, et il se souvient des commandements. Il demande à Chiyul quel était le premier commandement, et Chiyul mentionne que le premier était de révérer Dieu. Jinwo déclare alors que ce donjon a ses propres règles, et il essaie de se lever, et au moment où il le fait, les yeux de la statue commencent à briller. Jinwo s'assoit alors, et la statue redevient normale. Il demande ensuite à tout le monde de baisser la tête devant la statue, et ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Chiyul lui demande s'il a compris quelque chose, et Jinwo lui dit que la statue ne les attaquera pas tant qu'ils gardent la tête baissée. Il déclare qu'ils doivent révérer Dieu, comme le dit le commandement, et tout le monde suit l'exemple de Jinwo et baisse la tête. Cela change l'expression du visage de la statue, et Park remarque qu'elle ne fait rien, alors il se lève. La statue ne l'attaque pas, et tout le monde se lève également. Il se demande si c'est fini maintenant, mais Jinwo pense que les deux autres commandements sont toujours là. La statue se lève alors et commence à bouger, et Chiyul demande à Jinwo s'il a un plan. Jinwo mentionne qu'il n'en a pas, mais ils ne doivent pas enfreindre les commandements qui ont été établis. Il mentionne que le deuxième commandement était de louer Dieu, et c'est ce qu'ils doivent comprendre. Ils se demandent comment ils sont censés louer cette chose, et l'un des chasseurs leur demande de le laisser essayer. Il mentionne qu'il étudie l'ethnologie,
et quelques exaltations à Dieu lui viennent à l'esprit. Le chasseur dit une prière à la statue, mais elle ne s'arrête pas, et Jinwo pense que ces mots ne s'appliquent pas à ce Dieu. La statue écrase ensuite le chasseur qui priait, et les autres sont terrifiés en voyant cela, et ils se dispersent. Park pense qu'il ne peut pas mourir comme ça, car sa famille l'attend, et il se dirige vers une autre statue, et la statue le tranche en deux. Jinwo se demande comment ils peuvent louer cette chose tout en courant avec Joe, et il pense qu'il ne peut pas laisser Joe seul. Il pense qu'il a besoin d'un indice, et pendant ce temps, les statues tuent quelques autres chasseurs. Jinwo remarque alors que certaines des statues portent des armes tandis que les autres portent des instruments, et il demande à tout le monde de se diriger vers les statues avec les instruments. Shiyul se dirige vers une telle statue, et l'instrument commence à jouer. Les autres chasseurs font de même, mais la statue de Jinwo ne joue pas de son instrument, et Jinwo réalise que cela ne fonctionne pas parce qu'il y a deux personnes devant elle. Jinwo laisse alors jouer là et essaie de se diriger vers une autre statue tandis que la grande statue vient après lui. La statue essaie de l'écraser, mais il esquive, et il atterrit accidentellement près d'une statue avec une arme, mais il parvient à esquiver son attaque aussi. Cependant, il subit quand même quelques blessures, mais il essaie toujours de ramper vers une statue avec un instrument. La statue géante essaie de l'attaquer à nouveau, et il parvient à esquiver et à atteindre la statue avec l'instrument, et l'instrument commence à jouer. La grande statue s'arrête après cela, et elle retourne s'asseoir sur sa chaise. Jinwo réalise que c'est ce que signifie louer, et Joe vient alors le voir. Elle remarque qu'une des jambes de Jinwo a disparu, et elle essaie de le guérir. Jinwo lui demande de ne pas se surestimer, mais Joe ne l'écoute pas, et elle commence à saigner à cause de l'utilisation excessive de son pouvoir, et elle s'arrête. Kim pense alors que c'est un cauchemar, et il déclare que c'est dommage pour le bras de Shiyul, mais il a pris une décision imprudente en tant que leader. Il mentionne que c'est le karma, et les autres lui disent que c'est lui qui insistait pour entrer. Kim déclare qu'ils ont tous décidé cela ensemble, et Shiyul accepte que c'est de sa faute car il a pris la décision finale. Jinwo pense que ce n'est pas le moment de se disputer, car il leur reste encore un commandement, et la statue fait alors apparaître un autel au milieu de la pièce. Les autres se demandent ce que c'est, et Jinwo leur dit que c'est un autel, et qu'ils sont faits pour offrir des trésors et des sacrifices aux dieux. Il déclare que le troisième commandement est de prouver leur foi en Dieu, et Kim mentionne que cela signifie qu'ils doivent offrir un sacrifice. Il pointe son épée vers Shiyul, et il déclare qu'il est temps pour lui de prendre ses responsabilités, car il a dit que c'était de sa faute. Shiyul décide volontairement de se sacrifier, et il se dirige vers l'autel. Jinwo pense que ce n'est pas entièrement la faute de Shiyul car ils ont voté pour cela, et une flamme s'allume près de l'autel dès que Shiyul s'approche. Les autres se demandent ce qui se passe, et Shiyul demande à Jinwo s'il doit faire quelque chose d'autre. Jinwo réfléchit à ce qui se passe, et il demande à deux chasseurs de l'emmener à l'autel, car il doit l'examiner de près. Il se demande s'ils ne vont pas être attaqués s'ils s'approchent, et Jinwo déclare que tout va bien. Il se rapproche ensuite de l'autel avec les chasseurs, et trois autres flammes s'allument près de lui. Shiyul demande à Jinwo s'il a compris quelque chose, et Jinwo mentionne qu'il ne l'a pas fait. Il demande à Shiyul si quelqu'un va les secourir s'ils attendent simplement, et Shiyul mentionne qu'à partir d'aujourd'hui, les portails sont ouverts depuis une semaine, et les statues commenceront probablement à bouger à nouveau avant que quelqu'un ne vienne les chercher. Jinwo pense alors qu'il faut 7 jours pour qu'un portail s'ouvre complètement, et c'est ce qu'ils appellent une rupture de donjon. Lorsque cela se produit, les bêtes peuvent passer de l'autre côté, et l'objectif des raids est de vaincre le boss du donjon et de fermer le portail avant la fin du temps imparti. Cela signifie que s'ils échouent ici, cette chose pourra entrer dans leur monde. La scène coupe ensuite à Gina à l'hôpital pour rendre visite à sa mère, et elle parle joyeusement à sa mère qui est inconsciente sur le lit d'hôpital. Sa mère ne lui répond pas, mais elle continue de parler de sa journée. Pendant ce temps dans le donjon, Jinwo demande à tout le monde de s'approcher de l'autel, car ils ont probablement besoin qu'une flamme s'allume pour chacun d'entre eux. Si quelque chose doit se passer, ce sera après cela, et tout le monde se rapproche de l'autel, et une flamme s'allume pour chacun d'eux. Puis quelques flammes bleues s'allument également, et la porte de la pièce s'ouvre. Les statues se mettent également à bouger à nouveau et se dirigent vers l'autel. Tout le monde se demande ce qu'ils sont censés faire maintenant, et Jinwo remarque quelque chose, et il demande à tout le monde de ne pas fermer les yeux. Il mentionne que les statues bougent quand ils ne les regardent pas, et il demande à tout le monde de garder les yeux sur les statues. Les statues s'arrêtent alors de bouger, mais l'une des chasseuses est terrifiée et s'enfuit par la porte. Cela éteint l'une des flammes, et la porte se referme un peu. Voyant cela, les autres se demandent ce qui se passe ici,
et Jinwo remarque que les flammes bleues s'éteignent progressivement, et l'une des oranges s'est éteinte quand quelqu'un s'est échappé. Il se souvient des commandements, et il pense que cela pourrait être un piège, provoquant un danger puis offrant un faux espoir. Il se demande s'ils testent leur foi en Dieu, et un autre chasseur quitte également la pièce. Kim essaie également de partir, mais Jinwo dit aux autres qu'ils auront des angles morts si encore plus d'entre eux partent. Ils déclarent qu'ils seront en sécurité tant qu'ils garderont les yeux sur les statues, et les flammes bleues sont une minuterie, et quand elles s'éteignent, ils sortiront d'ici. Kim déclare qu'il y a aussi une chance qu'ils soient piégés ici une fois que les flammes seront éteintes, et il mentionne qu'ils n'attendaient pas que leur membre le plus faible réussisse autant que Jinwo a réussi, et ils ne sont en vie que grâce à lui, mais il a une famille qui l'attend, et il ne peut pas mourir tout de suite. Il part alors aussi, et Jinwo pense qu'ils ne peuvent pas abandonner encore. Il pense qu'il doit s'en sortir d'une manière ou d'une autre, et Shiyu lui dit alors à lui et à Joe de partir. Il mentionne que les portes resteront ouvertes tant qu'un d'entre eux restera ici, et les deux ont encore une longue vie devant eux. Il demande à Joe de sortir avec Jinwo, mais les jambes de Joe flanchent, et Jinwo pense que c'est peut-être parce qu'elle s'est surestimée en le soignant. Jinwo demande alors à Shiyu de sortir avec Joe, et Shiyu essaie de refuser, mais Jinwo mentionne qu'il est le seul qui peut porter Joe dehors. Joe n'aime pas cette idée, mais Jinwo mentionne qu'il a promis de l'emmener dîner, et il lui donne la pierre d'essence qu'il a obtenue plus tôt. Il lui demande de se payer elle-même le dîner avec cela, et il mentionne qu'il viendra récupérer la monnaie quand il sortira d'ici. Joe essaie de discuter avec lui, mais Shiyu la frappe, et il l'emmène avec lui. Jinwo pense alors que c'est bien qu'il soit le seul à devoir mourir, et il pense qu'il aurait souscrit une assurance plus avantageuse s'il savait que cela allait arriver. Il pense qu'il va emporter au moins l'un d'entre eux avec lui, et il essaie de les combattre, mais il n'a aucune chance. Les statues l'entourent, et elles lui tranchent le bras. Alors qu'elles le battent, Jinwo pense qu'il a essayé d'être plus fort, et même ainsi, il n'a réussi à aller que jusqu'ici. Il se souvient des paroles de Kim, et il pense qu'il a aussi une famille à laquelle il veut retourner. Kim justifiait simplement son égoïsme, et il pense que les personnes les plus égoïstes sont celles qui en tirent le plus de bénéfices. Il pense aussi qu'il ne veut pas mourir, et alors que les statues s'apprêtent à lui porter le coup fatal, le minuteur s'écoule, et les statues s'arrêtent. Jinwo remarque alors une fenêtre contextuelle concernant une quête, et la fenêtre contextuelle indique qu'il a acquis les qualifications pour être un joueur. Elle donne à Jinwo l'option d'accepter cela, et elle indique que si Jinwo n'accepte pas, il va mourir en 0,02 secondes, et Jinwo accepte. Sung Jinwo se réveille alors à l'hôpital et remarque que ses bras et jambes, qui étaient sectionnés, sont intacts. Il pense avoir été poignardé à travers la poitrine, mais il n'y a aucun signe de cela. Il se demande si tout cela n'était qu'un rêve, et deux hommes de l'équipe de surveillance de l'association des chasseurs arrivent alors. Ils se présentent comme Wu Jinchul et Kang Taishik. Jinwo se demande ce qu'ils veulent de lui, et après avoir parlé avec eux, il découvre qu'il est resté inconscient pendant 3 jours. Il se demande si Joe et Song Shiul vont bien, et il découvre qu'ils le sont, mais Song Shiul a perdu un bras et pourrait devoir prendre sa retraite en tant que chasseur. Joe a été traumatisée et suit des soins psychiatriques, et compte tenu de son état, ils ne savent pas si elle continuera en tant que chasseuse. Jinwo se souvient alors des horreurs qu'il a vues ce jour-là, et Jinchul lui dit qu'il n'y a eu que 6 survivants du double donjon qu'ils ont découvert lors de leur expédition. Il mentionne que le travail d'un chasseur est dangereux, mais il est rare de voir un tel résultat tragique. Cependant, lorsque la guilde du Tigre Blanc est arrivée sur les lieux après avoir été alertée par les survivants, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est Jinwo effondré par terre. Il n'y avait aucune trace du temple et des statues décrits par les survivants, et Jinwo trouve cela incroyable. Jinchul est d'accord avec lui et mentionne que s'il y avait eu la moindre inconsistance entre les rapports des survivants, ou si les restes des défunts n'avaient pas été retrouvés sur les lieux, cela aurait jeté le soupçon sur leur groupe. Jinchul déclare ensuite qu'il a des soupçons concernant Jinwo et se demande si Jinwo a subi un deuxième éveil. On explique alors que la puissance d'un chasseur est déterminée lors de son éveil et ne change jamais à partir de ce moment, mais dans de rares cas, un chasseur peut connaître un deuxième éveil. Cela leur permet de dépasser leurs limites précédentes et d'atteindre le rang A, voire S. Jinwo se demande s'il a subi un deuxième éveil, et Jinchul lui demande de poser sa main sur un mesureur de mana. Il pense que si le groupe de Jinwo avait vraiment rencontré des bêtes magiques de niveau insta-kill comme l'ont dit les survivants, il n'y aurait aucune chance qu'un chasseur de bas niveau ait survécu, et l'absence même de traces d'édite bête impliquerait la présence d'un chasseur de rang A. Voire est-ce le fait que Jinwo ait subi un deuxième éveil est l'explication la plus plausible, mais le score de mana de Jinwo n'est que de 10.
Jinwo se demande avec excitation s'il a subi un deuxième éveil, et Jinchul s'excuse auprès de lui, mentionnant qu'ils se sont trompés. Il quitte ensuite la chambre de Jinwo, et Taishik déclare que même les chasseurs de rang obtiennent un score supérieur à 70. Il affirme que Jinwo est essentiellement un civil, et Jinchul se demande comment Jinwo a survécu à cela. Jinwo pense alors qu'il s'est laissé emporter pour rien et se demande pourquoi les gars de l'association des chasseurs n'ont pas demandé à propos de cette fenêtre contextuelle là-haut. Il se demande s'il est le seul à pouvoir la voir, et il remarque que ce n'est pas un écran tactile. Il se souvient avoir vu quelque chose de similaire auparavant, et Gina vient alors le visiter. Elle mentionne que Jinwo doit prendre mieux soin de lui et lui en veut. Elle déclare qu'il la fait toujours s'inquiéter, et Jinwo ne peut pas croire qu'il était prêt à laisser sa petite sœur derrière lui. Gina mentionne que la prochaine fois qu'une chose comme celle-ci se produit, elle va arrêter l'école et trouver un emploi pour que Jinwo n'ait plus à être un chasseur. Jinwo s'excuse, et il se demande si elle peut voir cette fenêtre contextuelle devant lui. Gina ne peut pas la voir, et Jinwo lui demande comment lire les notifications dans un jeu. Gina est surprise par la question sortie de nulle part, et elle se demande si Jinwo va bien mentalement. Jinwo mentionne qu'il demande simplement parce que Gina jouait toujours à des jeux, et Gina mentionne qu'ils ouvraient généralement leur boîte de messages. Jinwo dit alors ouvrir la boîte de messages, et une boîte de messages s'ouvre devant lui. Il remarque qu'on l'appelle un joueur et pense qu'il peut se souvenir que ces trucs de joueurs ont été mentionnés auparavant. Gina déclare ensuite que Jinwo semble bien se porter, et elle part avec son ami Somyi qui l'attend dehors. Jinwo remarque alors d'autres fenêtres contextuelles et en les lisant, il découvre que le système est conçu pour aider au développement du joueur et que ne pas se conformer au système pourrait entraîner une pénalité. Il pense qu'il n'a aucune idée de ce que tout cela signifie, et il vérifie sa quête d'entraînement quotidienne. Il remarque qu'il doit faire des pompes, des abdominaux, des squats et de la course, et s'il ne réussit pas la quête quotidienne, cela entraînera une pénalité. Jinwo se demande si c'est une blague et pense qu'il ne peut pas obtenir ce genre d'endurance alors qu'il est à l'hôpital. Ailleurs, Jinchul informe le président Gunné que Jinwo n'a pas subi de deuxième éveil, et le président mentionne qu'ils ont de la chance que cet incident n'ait pas provoqué de brèche de donjon, mais cela laisse trop de questions sans réponse. Jinchul est d'accord avec lui, et Gunné lui dit de marquer cela comme un cas spécial et de l'entrer dans la banque de données pour une évaluation ultérieure. La scène passe ensuite à Jomin demandant à Ain de participer à la prochaine expédition de Ranbei en tant qu'instructrice. Il explique que l'expédition servira de test et d'entraînement pratique pour les nouveaux recrues, et Ain mentionne qu'elle doute de ses capacités en tant qu'instructrice. Jomin déclare qu'elle n'a qu'à se battre comme d'habitude, et tout le monde apprendra de son exemple. Il mentionne que leur guilde de chasseurs est l'une des 5 plus grandes guildes de la ville, mais à l'échelle mondiale, ils ne sont pas remarquables. Leurs rangs individuels ne peuvent pas être augmentés, mais ils peuvent toujours perfectionner leurs capacités collectives, afin d'être prêts lorsque le moment viendra. On voit ensuite une porte apparaître au milieu d'une route, causant des inconvénients pour les citoyens ordinaires qui souhaiteraient que les chasseurs s'occupent de cela. Pendant ce temps, à l'hôpital, le temps de la quête quotidienne de Jinwo s'écoule, et un tremblement de terre secoue toute sa chambre. Jinwo tombe de son lit et remarque qu'il est dans un désert. Il voit un mille-pattes géant derrière lui et découvre qu'en tant que pénalité pour ne pas avoir terminé la quête quotidienne, il doit survivre dans ce désert pendant 4 heures. En même temps, à l'hôpital, l'infirmière vient vérifier l'état de Jinwo et remarque qu'il n'est pas dans sa chambre. On voit ensuite Jinwo fuir le mille-pattes, et d'autres mille-pattes le poursuivent. Il se demande combien de ces créatures existent, et il remarque qu'il reste encore 2 heures. Pendant ce temps, les infirmières cherchent Jinwo à l'hôpital, et Jinwo continue de courir tandis qu'un des mille-pattes faillit le manger. Cependant, le temps s'écoule avant que cela ne se produise, et Jinwo retourne à l'hôpital, s'évanouissant de fatigue. Les infirmières le trouvent ensuite dans sa chambre, et après quelques jours, Jinwo parle avec Gina et mentionne qu'il récupère bien et pourra quitter l'hôpital dans quelques jours. Il sort ensuite, et la scène coupe à Joe recevant une invitation pour une expédition de donjon de Ranbei. Joe refuse l'offre, et son interlocuteur comprend. L'appelant mentionne avoir entendu dire que Jinwo s'est réveillé, et Joe est heureuse d'apprendre cela. Elle va le voir avec des fleurs et remarque que Jinwo court dans le jardin. Les infirmières mentionnent qu'il fait cela depuis qu'il s'est réveillé, et il dit qu'il essaie de retrouver sa forme. En entendant cela, Joe part sans rencontrer Jinwo, qui se repose ensuite sur un banc. Il déclare qu'il est réveillé depuis 4 jours et a compris qu'il n'hallucine pas ses fenêtres. Il mentionne que lorsqu'il termine les quêtes quotidiennes, il reçoit 3 types de récompenses.
La première est une récupération complète, qui élimine instantanément son épuisement. Ensuite, il y a les points de compétence qu'il peut répartir comme il le souhaite. Il les utilise pour augmenter sa force et pense qu'il a aussi 7 écrans d'inventaire de compétences. Il mentionne que son monde est devenu étrange, rit, et les autres autour de lui pensent qu'il est étrange de rire tout seul. Ensuite, Jinhua mentionne que sa récompense finale pour la quête quotidienne est une boîte de butin aléatoire. Il l'ouvre et obtient une clé. Il pense qu'il a reçu jusqu'à présent des choses inutiles comme des pansements et des stylos, mais découvre que c'est une clé pour téléporter vers un donjon instancié, utilisable à la sortie 3 de la station de métro Hapjeong. Il se demande ce qu'est un donjon instancié et pense que c'est peut-être un événement pour l'aider à devenir plus fort. On voit ensuite un reportage sur les portes ouvertes actuellement dans différentes villes, et le reporter indique qu'il pourrait y avoir des retards de circulation dans les zones où les portes sont apparues. La scène coupe ensuite à Jinhua rencontrant sa mère malade, et il se souvient que tout a commencé il y a 4 ans. Sa mère s'est soudainement effondrée, et lorsqu'ils l'ont examinée, ils ont découvert qu'elle avait une maladie du sommeil éternel. Le médecin leur a dit que cette maladie était apparue avec l'arrivée des portes et affecte environ une personne sur plusieurs milliers. Il existe des théories selon lesquelles elle est causée par une exposition au mana, et les soins de support de vie sont la meilleure chose que la médecine moderne puisse offrir. On voit ensuite que, suite à cela, Jinhua a commencé à travailler sur un chantier de construction jusqu'au jour où ses pouvoirs de chasseur se sont réveillés. Après son test, il était excité de découvrir qu'il pouvait devenir chasseur, et il a dit à sa sœur qu'il pouvait désormais payer le traitement de leur mère. Sa sœur lui a dit que c'était dangereux, mais Jinhua lui a demandé de tout lui laisser. On voit ensuite que Jinhua était trop faible pour combattre des monstres et ne faisait que ralentir ceux avec qui il travaillait. Après avoir terminé une autre journée de quête quotidienne, il met ses points de compétence dans la force à nouveau. La scène coupe ensuite à lui à la station de Hapjeong, pensant qu'il est confiant qu'il peut s'enfuir si besoin est. Il pense qu'il sortira d'ici si les choses deviennent dangereuses. Dès qu'il sort la clé, un trou de serrure apparaît devant lui. Jinhua utilise la clé, et une sorte de porte apparaît. Il entre et la sortie se referme derrière lui. Il remarque que les autres peuvent sortir de la station comme d'habitude et découvre qu'il est dans une dimension différente. Il pense que les donjons instanciés semblent différents des donjons normaux et se demande s'ils sont comme les portes rouges. Il pense que ce n'est pas bon et découvre qu'il ne peut sortir d'un donjon instancié qu'en vainquant le boss du donjon ou en utilisant une pierre de téléportation. Jinhua se demande comment il va vaincre un boss de donjon quand il n'a même pas pu vaincre un monstre de rang auparavant, et il pense qu'il n'a pas d'autre choix. Il entre dans la station et est confronté à 3 gobelins. Il l'attaque, et Jinhua parvient à esquiver leurs attaques. Il est à leur merci et ne peut rien faire d'autre que d'esquiver et de dévier leurs attaques. Il se met ensuite en colère et parvient à tuer l'un des gobelins, et avec la confiance qu'il vient de gagner, il tue les 2 autres. Il pense qu'il est devenu plus fort et est attaqué par un lycan à crocs d'acier. Le lycan détruit sa lame, et Jinhua pense qu'il est plus fort que ses gobelins. Il remarque que ses jambes tremblent et qu'il ne peut pas les bouger. Il se demande s'il est traumatisé, et le lycan le griffe. Jinhua pense qu'il ne peut pas se permettre de se faire mal car il n'a pas de guérisseur avec lui, et le lycan l'attaque de nouveau. Jinhua esquive, et il remarque que son corps est plus léger qu'auparavant. Le lycan tente de l'attaquer à nouveau, et Jinhua pense qu'il ne peut plus se laisser intimider. Il frappe le lycan, l'envoyant voler. Jinhua se demande si c'est le résultat de l'augmentation de sa force avec des points de compétence, mais le lycan est toujours debout. Jinhua enchaîne alors quelques coups de poing, mais il remarque que ses attaques n'ont pas beaucoup d'effet. Il se demande quoi faire et s'enfuit, pensant qu'il ne peut pas le faire seul sans une équipe. Il esquive le lycan qui le poursuit et pense que ce ne serait pas si mal s'il avait une belle arme. Il se souvient alors qu'il y a un inventaire dans les jeux, et il ouvre le sien. Il prend l'épée de Kim, et il s'en sert pour tuer le lycan. Jinhua se demande comment cela a pu se retrouver là-dedans, mais Kim a payé 3 millions pour cela. Les blessures de Jinhua guérissent ensuite, et d'autres lycans arrivent. Jinhua pense qu'il n'a plus peur maintenant qu'il a une arme, mais il remarque que l'épée est coincée dans le sol. Les lycans viennent l'attaquer, et il ne parvient à retirer l'épée que lorsque les lycans sont trop proches. Jinhua les attaque alors, mais l'un d'entre eux arrête son épée avec sa mâchoire. Jinhua le frappe et utilise son épée pour le tuer. Il pense ensuite que comparé à ce qu'il a affronté auparavant, ces gars-là ne sont rien, et l'autre lycan s'enfuit. Jinhua prend un moment pour se reposer, et il remarque que son niveau est maintenant de 2.
Il pense que cela n'a jamais changé pendant l'entraînement quotidien, mais il a dû augmenter maintenant car il s'agit d'un vrai combat. Il pense que ses blessures ont dû guérir parce que ses statistiques ont augmenté en montant de niveau, et il remarque que ses statistiques ont augmenté de 5 points nets. Il pense que combattre semble plus efficace que l'entraînement quotidien qui ne lui donne que 3 points de compétence, et il se demande combien de différence un seul point peut faire. Jinhua spécule ensuite qu'il pourrait gagner plus de points si ses capacités de base sont plus élevées, comme dans les jeux, et avec cela, il peut devenir plus fort. Il va ensuite vérifier si les bêtes ont des pierres d'essence, et il découvre qu'il peut obtenir des objets à la place. Il obtient une dent de Lycan des Lycans, et il pense que si les choses qui lui arrivent suivent la logique d'un jeu, alors ce donjon et les bêtes magiques qui s'y trouvent sont différents de ce qui est à l'intérieur des portes. Il remarque qu'il y a aussi un magasin, mais à son niveau actuel, il ne peut rien acheter. Il vend la dent de Lycan au magasin et en obtient 20 pièces d'or. Il se demande ce que cela vaut, et il pense que cela ne devrait pas être grand-chose car c'est un donjon de rang E. Jinhua pense alors qu'il ne peut pas partir d'ici tant qu'il n'a pas battu le boss, ou qu'il ne peut pas obtenir d'une manière ou d'une autre une pierre de téléportation, mais s'il reste ici trop longtemps, il pourrait manquer de nourriture. Jinhua pense qu'il ne peut toujours pas vaincre un boss seul, et il se demande s'il y a une chance de victoire s'il monte suffisamment de niveau d'abord. Il pense qu'il pourrait mourir avant cela, et une horde de Lycans à crocs d'acier arrive alors. Jinhua n'en a plus peur, car il sait déjà ce qu'est mourir, et il affronte les Lycans. Il ne tombe pas facilement, et Jinhua pense qu'il ne voudrait de toute façon pas qu'il tombe facilement. Il se souvient à quel point sa vie a été inutile jusqu'à présent, et il commence à tuer les Lycans les uns après les autres. En combattant, il gagne de nombreux niveaux, et à la fin, il obtient le titre d'assassin du loup. Ailleurs, une porte se comporte étrangement, et les gens autour pensent que ce n'est pas bon. On voit ensuite Jinhua au milieu de cadavres de Lycans, et il remarque que son épée ne durera pas beaucoup plus longtemps. Il pense que même les armes chères ne peuvent pas durer éternellement, et il se demande s'il devrait s'arrêter ici. Il remarque alors que grâce au titre d'assassin du loup, ses capacités peuvent maintenant augmenter de 40% lorsqu'il combat des monstres de type animal, et il observe qu'il a 34 dents de Lycan, 2 dagues déchirées et une cape de voyageur dans son inventaire. On voit qu'il a maintenant aussi une pierre de téléportation, et il se demande s'il devrait partir. Mais il pense qu'il pourrait ne pas avoir la chance de monter de niveau aussi facilement, et il ne sait pas non plus ce qui se passera pour ce donjon s'il utilise la pierre de téléportation. Il se demande s'il disparaîtra sans laisser de traces, et il pense qu'il a l'impression de danser sur la main de Bouddha. Il décide d'avancer, et ailleurs, Joey reçoit un appel de l'association des chasseurs. Il l'informe qu'il y a eu une brèche de donjon près de la porte où ils allaient la signer, et Joey pense que cela ne serait pas arrivé si elle n'avait pas rejeté cette offre. Le gars de l'association mentionne qu'il rassemble des chasseurs indépendants pour y faire face, mais qu'il manque de guérisseurs, et se souvenant du dur labeur de Jinhua, Joey accepte de rejoindre les chasseurs indépendants. Pendant ce temps, Jinhua continue de vaincre un monstre après l'autre, et il pense qu'avec la montée de son niveau, il lui est devenu plus facile de vaincre des bêtes magiques. Il remarque que la couleur du texte décrivant le Lycan a changé pour devenir blanc, mais avant, c'était rouge. Selon lui, le rouge signifie qu'ils sont forts, l'orange signifie qu'ils sont à égalité avec lui, et le blanc signifie qu'ils sont faibles. Les Lycans étaient rouges au début, mais maintenant ils sont blancs, et cela signifie qu'il est devenu plus fort. Mais même à son niveau actuel, il ne peut pas affronter le monstre qui est là-bas. Il ne sait pas si c'est grâce à sa perception, mais le monstre là-bas lui donne des frissons. On remarque qu'il a maintenant un niveau de 15, et il pense qu'il ne peut plus gagner de niveau par ici, et que son épée ne durera pas s'il se bat inutilement. Il descend ensuite l'escalier et remarque que la station a l'air différente de d'habitude. Un monstre l'envoie ensuite voler avec une attaque, et cela casse aussi son épée. Le monstre se montre, et nous voyons que c'est un Kazaka à crocs de venin bleu, et son nom est toujours orange même après tous les niveaux que Jinhua a acquis. Jinhua pense que cela doit être le boss par ici, et il pense qu'il ne peut pas pénétrer ses écailles avec une épée comme celle-ci. Il essaie quand même de combattre le monstre, et il parvient à dévier sa première attaque, mais le monstre parvient à le frapper avec sa queue, et Jinhua pense qu'il pensait qu'il était devenu plus fort, mais cela ne suffit toujours pas. Il se demande à quel point il doit devenir plus fort pour compenser une vie en tant que risée, et il se souvient que Song Shiyu lui a dit qu'il était appelé le chasseur le plus faible de l'humanité. Il lui a dit que ce n'était que des enfantillages, et il lui a demandé de travailler dur pour prouver le contraire. Jinhua poursuit ensuite son combat avec le Kazaka, mais il ne fait que se faire battre.
Il déclare ensuite que les gens l'ont appelé le plus faible parce qu'il est vraiment faible, et il a honte de lui-même pour cela. S'ils sont forts, ils abordent chaque situation avec un avantage, mais s'ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire face aux forts. On les méprise pour leur faiblesse, et ils peuvent avoir des connaissances et être bienveillants, mais face aux forts, rien de tout cela ne les sauvera. Il affirme que si la gentillesse ne peut pas le sauver, alors il deviendra plus fort, et il continue son combat, mais le Kasaka l'attaque à nouveau. Il se relève, et il pense qu'il va devenir plus fort. Il pense que ce Kasaka n'est rien comparé à la chose dans ce donjon, et il utilise son épée pour s'accrocher au Kasaka. Il s'en empare et jette son épée. Il pense qu'il s'est concentré uniquement sur l'augmentation de sa force jusqu'à présent, et il utilise ses mains nues pour percer les écailles épaisses du Kasaka. Le Kasaka essaie de s'en débarrasser, mais Jinwo ne lâche pas prise, et il écrase le cou du Kasaka. Cela le met à terre, et Jinwo pense qu'il est vraiment devenu un peu plus fort. Il reçoit ensuite une dague en butin du Kasaka, et il remarque qu'elle est faite de ses crocs. Elle a le double de la puissance d'attaque de l'épée de Kim, et elle a des effets de paralysie et de drain. On voit qu'il a aussi reçu la glande à venin du Kasaka en butin, et c'est un poison qui peut durcir leur peau, mais leurs muscles seront endommagés de manière permanente. Puisque Jinwo a vaincu le boss, le donjon disparaît et il sort de la station. Il remarque que personne n'est autour de lui, et il se demande quelle heure il est. Un soldat lui dit alors qu'il ne peut pas être là en ce moment, et il se demande si Jinwo n'a pas entendu l'annonce. Jinwo mentionne qu'il ne l'a pas entendu, et après avoir remarqué une épée dans sa main, le soldat se demande si Jinwo est un chasseur. Jinwo affirme que oui, et le soldat s'excuse, mentionnant qu'il va le conduire au combat. Jinwo se demande ce qui se passe, et après avoir remarqué des cadavres de monstres autour de lui, il pense que cela doit être une brèche de donjon. Le soldat lui dit que c'est principalement pris en charge, mais qu'il reste un seul gros monstre. Jinwo pense qu'il peut sentir le monstre restant, et il se demande si c'est dû à sa capacité de perception améliorée. Nous voyons ensuite des chasseurs combattre le gros monstre, et l'un d'entre eux dit au guérisseur de se concentrer sur le maintien en vie du tank. Le tank encaisse les attaques du monstre, et il se demande ce que font leurs dégâts. Il pense que cela ne va pas descendre comme ça, et les dégâts mentionnent que sa défense est trop forte. Il manque de chasseurs capables d'utiliser la magie, et Jinwo remarque que c'est une équipe improvisée, et ils ne semblent pas bien travailler ensemble. Ils sont aussi de bas rang, et il ne voit que 8 chasseurs de rang E et 2 de rang D. Un des rangs D est un tank, et c'est pourquoi ils n'ont pas pu en venir à bout. Il remarque que les guérisseurs sont 2 de rang D et 1 de rang B, et il découvre que Joe en fait partie. On voit qu'elle est encore secouée par cet incident antérieur, et elle ne peut pas utiliser sa magie de guérison. Jinwo le remarque, et il pense qu'il était aussi secoué jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais il ne l'est plus maintenant. Il pense que c'est un boss de rang D, et il est plus faible que celui qu'il vient de combattre. Les chasseurs pensent qu'ils ne peuvent pas le vaincre sans l'aide d'un chasseur de rang supérieur, et s'ils peuvent seulement traverser sa défense, cela serait facile. Jinwo lance ensuite son épée sur le monstre de toutes ses forces, et cela brise sa barrière. Les autres chasseurs abattent le monstre, et le tank se demande ce qui a brisé la défense du monstre. Il pense qu'une épée lui a volé dessus, et il ne peut pas croire que quelqu'un a brisé ses défenses avec une épée ébréchée quand un groupe de 10 personnes n'a même pas pu le rayer. Il demande ensuite à l'un des soldats à qui appartient cette épée, et le soldat mentionne que c'était un chasseur, mais il remarque qu'il n'est plus là. Le tank se demande si c'était un chasseur de haut rang, et pendant ce temps, Jinwo pense que le golem a dû être vraiment affaibli par les autres pour être abattu d'un seul coup. L'histoire continue avec les infirmières à l'hôpital parlant de Jinwo, et elles pensent qu'il a un corps bien sculpté. Il n'est pas énorme, mais il est musclé sous ses vêtements. Elle mentionne qu'il ne se démarquait pas au début, mais qu'il a fait de l'exercice et qu'il est devenu assez taillé. La scène passe ensuite à l'une des infirmières vérifiant l'état de Jinwo, et elle est gênée de le voir à moitié nu. Elle pense qu'il a vraiment des muscles incroyables, et elle se demande s'il a toujours eu un corps aussi incroyable. Jinwo demande alors à l'infirmière si elle a besoin de quelque chose de lui, et l'infirmière mentionne qu'il va être libéré aujourd'hui et lui demande comment il se sent. Jinwo mentionne qu'il se sent bien, et l'infirmière lui demande de passer à la réception plus tard, et ils s'occuperont des formalités. Jinwo la remercie pour tout, et l'infirmière lui demande ensuite ses coordonnées. Jinwo se demande s'il a besoin de lui envoyer les résultats des tests, et il lui donne ses coordonnées. La scène passe ensuite à une chaîne d'information interviewant Baek Yuno, et la journaliste mentionne que Yuno doit être occupé en tant que l'un des 7 chasseurs de rang S du pays. Elle lui demande à quoi ressemble la vie d'un chasseur lorsqu'il n'explore pas de donjon.
Yuno mentionne qu'ils doivent affiner leurs compétences chaque jour, et s'ils venaient à perdre le contact avec le combat réel, cela pourrait émousser leurs instincts. La journaliste dit que cela doit être difficile, mais Yuno mentionne que non, car il a pris l'habitude de s'entraîner tous les jours depuis qu'il était pompier. S'il commet la moindre erreur, ses camarades peuvent être blessés, et cette pensée le maintient sur ses gardes. La scène passe ensuite à Gina se rendant à l'école, et Jinwoo lui demande d'être prudente en chemin. Gina remarque ses muscles et lui demande s'il a fait de l'exercice. Jinwoo mentionne qu'il en a fait un peu, et Gina remarque qu'il semble aussi plus grand. Elle part ensuite, et avant de partir, Jinwoo lui donne un parapluie au cas où il pleuvrait. Nous voyons ensuite que Jinwoo a terminé sa quête d'entraînement quotidienne, sauf pour la course, et il pense qu'il fera la course plus tard. Il se demande si ses muscles sont dus à ses statistiques, et s'il deviendra comme un culturiste s'il continue à monter de niveau. Il déclare ensuite qu'il n'a pas utilisé ses points de compétence plus tôt, et il pense que mettre tous ses points sur la force ne l'aidera pas s'il ne peut pas toucher l'ennemi. Après avoir réfléchi un moment, il augmente sa force, son agilité et sa perception, puis reçoit un appel de son propriétaire. Il s'excuse de ne pas avoir répondu à son appel depuis un moment et explique qu'il était à l'hôpital. Le propriétaire mentionne que Jinwoo n'a toujours pas payé son loyer pour ce mois-ci, et il déclare qu'ils peuvent le reporter un moment s'ils le souhaitent. Jinwoo lui dit qu'il n'y a pas besoin, et il mentionne qu'il va s'en occuper tout de suite. Il coupe ensuite l'appel et pense qu'il ne sait pas s'il vit un réveil, mais pour l'instant, il peut tuer des gobelins facilement. Il pense que payer le loyer ne sera pas trop difficile et consulte quelques opportunités d'emploi autour de lui. Il pense qu'il doit aller dans des portails de rang supérieur s'il veut gagner de l'argent, mais personne ne laisserait un chasseur de rang entrer là-dedans. Il se demande s'il peut être réévalué et un rang plus élevé pourrait l'aider à entrer dans de meilleurs portails, mais il pense qu'il se ferait trop remarquer, les réveils étant rares, et il n'a jamais entendu parler d'un chasseur qui peut monter de niveau et devenir plus fort. Cela ne ferait qu'attirer davantage l'attention, et la presse en ferait ses choux gras. Cela pourrait également créer plus de problèmes pour lui, et il décide de ne rien dire à personne d'autre sur ce pouvoir, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se protéger et comprendre ce qu'est ce pouvoir. Il remarque ensuite un emploi parfait pour lui et se précipite à l'endroit de l'emploi. Cela complète son entraînement quotidien, et il rencontre le groupe qui a demandé cet emploi. Le leader de l'équipe se présente comme Wang Dong-suk, et l'un de ses membres de l'équipe reconnaît Jinwoo comme le chasseur le plus faible de l'humanité. Dong-suk s'excuse pour l'impolitesse de ses coéquipiers, et Jinwoo mentionne que c'est bien, car il est de rang E. Il se demande si cela posera problème, et Dong-suk mentionne que non, car ils n'ont besoin de lui que pour atteindre le quota. Il explique ensuite que ce sera un donjon de rang C, et ils ont besoin d'un minimum de 8 personnes pour y entrer, dont la moitié des membres doivent être de rang C. Il mentionne que Jinwoo ne sera pas un combattant, donc ils ne partageront pas le butin avec lui, et ils vont le payer 2 millions pour sa participation. Jinwoo remarque alors que leur équipe compte 4 C-ranks et 2 sous des ranks, et il leur demande ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Il mentionne que Jinwoo peut les aider avec les bagages, et Jinwoo se demande s'ils font cela sans guérisseur. Dong-suk mentionne que c'est difficile pour les équipes indépendantes de conserver un guérisseur, et ils font toutes leurs raids sans guérisseur. Jinwoo pense qu'une équipe sans rien d'autre que des tanks et des attaquants semble folle, mais il signe quand même le contrat qui stipule essentiellement qu'ils ne seront pas responsables de ce qui se passe à l'intérieur du donjon. L'un des membres restants du groupe se présente alors comme Yoko Ojino, et il déclare qu'il est de rang D. Il mentionne qu'il est là pour atteindre le quota également, et en voyant son équipement, Jinwoo pense que sa famille doit être riche. Il mentionne qu'il va protéger Jinwoo, et ils partent ensuite. Jino demande à Jinwoo s'il va bien, car ses sacs semblent lourds, et Jinwoo mentionne qu'il ira bien. Les membres du groupe remarquent alors que la porte est gigantesque, et ils se demandent si c'est vraiment un donjon de rang C. Dong-suk mentionne qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car les gens de l'association l'ont vérifié 2 fois, et Jino se demande s'ils vont bien dans une porte aussi grande. Jinwoo lui dit que la taille d'une porte n'a pas beaucoup d'importance, la puissance magique qui en émane est le véritable indicateur. C'est ce que mesure l'association pour attribuer un rang au donjon, et les donjons de rang B et supérieur sont gérés par des guildes plus importantes. Jino déclare que Jinwoo en sait long, et Jinwoo mentionne qu'il est chasseur depuis un moment, mais il pense qu'il n'a jamais affronté de donjon de rang C. Tout le monde entre ensuite dans le donjon, et l'un des membres du groupe utilise un sort de lumière pour éclairer le donjon. Dong-suk déclare que cet endroit est étrange car il n'y a ni lumière ni monstre, et il pense que la plupart des donjons sont couverts de pierres lumineuses. Jino demande à Jinwoo ce que sont les pierres lumineuses, et Jinwoo mentionne que ce sont des rochers que l'on peut trouver dans des donjons semblables à des grottes,
et ils émettent une lumière faible. Ils recouvrent le sol et les parois d'une grotte, et le groupe arrive ensuite dans une sorte de zone centrale de la grotte. Gino remarque qu'il n'y a pas de bêtes magiques ici, et il se demande s'il existe des donjons sans bêtes magiques. Jinwo lui demande de se taire, et il utilise sa perception pour détecter les monstres. Il entend des bruits, et les autres l'entendent aussi, et ils prennent des positions pour attaquer. Jinwo découvre alors qu'il s'agit de monstres de type insecte, et il en informe les autres. Il se demande d'où le monstre va sortir, et Jinwo leur dit qu'ils viennent d'en haut. Les monstres sortent alors, et tout le monde les combat. Jinwo remarque que Donsuke a la compétence de provocation, et il l'utilise pour attirer l'attention des monstres. Le groupe n'a aucun problème à éliminer les monstres, et Jinwo pense qu'ils sont bien coordonnés et qu'ils doivent travailler ensemble depuis longtemps. Gino parvient également à éliminer l'un des monstres, et il est heureux d'y parvenir. Jinwo parvient ensuite également à abattre l'un des monstres, mais personne ne le remarque, et il pense que quelque chose lui semble étrange. Ils parviennent ensuite à vaincre tous les monstres, et Donsuke déclare qu'il est temps de récupérer les pierres d'essence et de les partager en cette partie. Le groupe se met à récupérer les pierres d'essence, et Donsuke remercie Jinwo de l'aide plus tôt. Il lui demande comment il savait d'où les monstres allaient venir, et Jinwo mentionne que c'était juste par instinct. Les autres membres du groupe remarquent ensuite que certains des monstres ont des blessures qui ne proviennent pas de coups d'épée ou de magie. Ils se demandent s'ils ont été impliqués dans une lutte territoriale avec d'autres monstres, et ils pensent que cela signifie qu'il y a quelque chose de plus fort que ces choses ici. Gino demande ensuite à Jinwo s'il a remarqué comment il a abattu ce monstre, et Jinwo dit à Gino d'être prudent car quelque chose ne va pas ici. La scène passe ensuite aux membres de la guilde du Tigre Blanc faisant de l'entraînement, et ils entendent un bruit fort. Ils se demandent ce que c'était, et ils remarquent que c'était juste leur maître de guilde en train de s'entraîner. Ils ne peuvent pas croire que Yuno ait fait un trou dans cette roche avec ses mains nues, et Yuno déclare que ce n'était même pas un échauffement pour lui. Ensuite, nous voyons le groupe de Jinwo poursuivant leur exploration, et Gino demande à Jinwo s'il va bien en transportant tout ce bagage. Jinwo mentionne que ce n'est pas grand-chose, et il déclare que se faire payer sans combattre est une assez bonne affaire. Il pense que c'est trop bien, et quelque chose le tracasse. Pendant ce temps, le groupe de Donsuke tue quelques monstres à moitié morts, et ils pensent avoir parcouru une tonne de distance, mais ils n'ont vu aucune bête en bonne santé. Tous sont soit blessés, soit morts, et ils pensent que le boss doit être quelque part ici. Ils atteignent ensuite la chambre du boss, et ils remarquent une tonne de cristaux de mana là-bas. Ils pensent que ceci pourrait ne pas valoir autant que des pierres d'essence, mais une récolte comme celle-ci doit valoir au moins 1 milliard. Les membres du groupe de Donsuke déclarent même que son frère serait jaloux s'il marquait comme ça, et Donsuke pense qu'il utilisera cette récolte pour développer son équipe de choc, et il n'aura plus à montrer de déférence envers son petit frère Dongso. Les membres du groupe pensent que même s'ils partagent ces récompenses à 7, cela représentera plus de 100 millions chacun, et Gino se demande s'il peut voir le contrat que Jinwo a signé, et il déclare qu'il est bon pour les questions juridiques. Jinwo lui donne le contrat, et Gino dit ensuite à Donsuke que ce contrat spécifie seulement que Jinwo ne reçoit pas une part des objets obtenus au combat. Comme les cristaux de mana sont extraits et non largués par les bêtes, ils devraient être partagés à 8 au lieu de 7. Donsuke déclare qu'il a raison, et il mentionne qu'avant cela, ils devront s'occuper du boss. Il mentionne que le donjon disparaîtra s'ils défont le boss, alors ils devront extraire et transporter les cristaux de mana avant de combattre l'araignée. Ils pensent qu'en ce moment le boss dort, ce qui leur donne l'occasion parfaite de commencer l'extraction, et ils demandent à l'un de ses membres où se trouve l'équipement d'extraction. Il déclare qu'il a laissé l'équipement dans sa voiture, et Donsuke mentionne que leur groupe ira récupérer l'équipement, et il demande à Jinwo et Gino de garder un œil sur les choses ici. Gino essaie de s'y opposer, mais Donsuke lui demande de ne pas s'inquiéter car le boss dort. Ils partent ensuite, et Jinwo pense qu'une incursion dans un donjon de rance nécessite 8 personnes. Il pense que Donsuke a 6 personnes dans son groupe, et il a dit qu'ils font toujours leurs incursions sans guérisseur. Cela signifie qu'ils ont affronté des donjons de rance auparavant, et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas un habitué qu'ils peuvent appeler pour atteindre le quota. Donsuke demande alors à l'un des membres de son groupe de sceller la chambre du boss, et il scelle la chambre. Voyant cela, Gino se demande s'ils ont été trahis, et Jinwo pense qu'il savait que quelque chose comme ça allait se produire. Il se souvient ensuite que Song Shiyu lui a dit une fois qu'il rencontre parfois des escrocs dans ce métier. Comme les donjons sont dangereux, des accidents se produisent tout le temps, et comme ces accidents sont totalement isolés, les gens peuvent commettre un crime et cela ne sera jamais révélé. Il lui a dit qu'il n'y a pas de caméra de sécurité dans le donjon, et s'il n'y a pas de témoins vivants, il n'y aura jamais de preuves. Parfois,
d'autres chasseurs utilisent des personnes faibles comme appât, ou les abandonnent. Revenant au présent, Gino ne peut pas croire qu'il les laisserait ici juste pour quelques cristaux de mana, et il se demande si cela s'est produit parce qu'il a mentionné le contrat. Jinwo pense que cela se serait produit même si Gino n'avait pas fait cela, et le boss se réveille alors. Gino demande à Jinwo de reculer en lui disant qu'il va le protéger, et Jinwo pense qu'ils peuvent réussir à sortir d'ici s'ils en ont besoin, et c'est probablement ce que Donsuke et son groupe ont en tête. Il pense que ce boss est d'un tout autre niveau que lui, mais il se souvient du temple Cartenon, et il pense que comparé à cela, c'est rien. Il dit ensuite à Gino qu'il va affronter cette chose, et il fait face au boss. Ensuite, nous voyons le groupe de Donsuke sortir du donjon, et l'un de ses membres se demande s'ils avaient vraiment besoin de faire des choses comme ça, car ils auraient pu simplement tuer ces deux-là. Donsuke mentionne que s'ils avaient combattu là-bas, l'araignée se serait réveillée, et ils n'auraient pas eu de cristaux de mana. Il mentionne qu'il se moque que Jinwo soit le plus faible, mais lui et un des ranks ne peuvent pas abattre un boss. L'araignée les mangera, puis retournera dormir, et ensuite ils transporteront les cristaux de mana. Donsuke mentionne qu'ils vont descendre dans la salle du boss en utilisant les tunnels latéraux près du plafond, et l'un des membres du groupe déclare que c'est un bon plan, mais il se demande si l'araignée sera vraiment endormie. Donsuke mentionne que si ce n'est pas le cas, ils devront le battre, et s'ils ne peuvent pas saisir suffisamment de cristaux de mana, ils devront simplement prendre l'équipement de Gino, car sa valeur doit être de plusieurs millions. Il déclare qu'il devra découvrir qui sont ses parents, pour qu'il puisse assister aux funérailles, et Kyuan mentionne que l'araignée doit être en colère à cause du bruit qu'ils ont fait lorsque l'entrée s'est effondrée. Donsuke demande alors à Kyuan s'il peut abattre ce boss seul, et Kyuan mentionne qu'il ne le peut pas, et Donsuke est d'accord avec lui, car c'était un boss impressionnant, et cela signifie que Jinwo et Gino n'ont aucune chance de survie. La scène passe ensuite à Gino disant à Jinwo qu'il doit au moins être de rang B pour abattre seul un boss de rang C, et il déclare que Jinwo n'a aucune chance contre cela. Il mentionne qu'il devrait essayer de trouver un moyen de sortir de là, et Jinwo pense que Gino a raison. Il mentionne qu'il a peut-être renaki et monté en niveau, mais il est encore faible. Il pense que le boss golem et le Kazaka à venin bleu étaient probablement juste des boss de rang D, et ce boss est garanti d'être plus fort que l'un d'eux, mais il ne se sent pas assez intimidé pour abandonner. Il pense qu'il est devenu assez fort pour tenir tête à un boss de rang C, et il essaie de combattre le boss. La scène coupe ensuite à Jinchul conduisant pour Gunné après sa réunion, et nous voyons que Gunné est vraiment épuisé après toutes les réunions auxquelles il a dû assister. Jinchul lui dit que son emploi du temps est libre pour le moment, et il se demande si ce serait bien s'il demandait un entraînement. Il déclare que cela pourrait être le changement de rythme dont il a besoin, et Gunné accepte sa demande. Nous voyons ensuite Jinwo combattre l'araignée, et il esquive ses attaques, et il essaie de porter des attaques lui-même, mais il découvre que l'exosquelette de l'araignée est vraiment dur. Il remarque que ses attaques sont également puissantes, et il mourra s'il fait un seul mauvais mouvement. Il continue de courir en essayant de blesser l'araignée, et Gino se demande si Jinwo est vraiment un Eurank, car un Eurank ne peut pas se déplacer comme ça. Il se demande si Jinwo a truqué son classement, et il pense avoir entendu des rumeurs sur des individus rares qui peuvent contrôler leur puissance magique pour s'enregistrer avec un classement inférieur. Ils sont connus sous le nom de faux classés, et la plupart d'entre eux sont des fous qui tuent pour le plaisir. Il a peur de Jinwo et se demande pourquoi il est ici. Jinwo remarque alors que tout ce mouvement l'a fatigué. Il pense que si sa valeur de fatigue augmente, il commencera à ralentir, donc il doit finir cela rapidement. Il pense que les capacités spéciales de cette dague sont la clé de la victoire, et il devra attaquer le point faible de l'araignée. Il essaie d'aller pour les yeux de l'araignée, mais il remarque que l'araignée peut aussi cracher de l'acide, et il pense que ce boss est pire qu'il ne le pensait. Il pense qu'il doit en finir bientôt de toute façon, et il utilise sa nouvelle compétence, Dash, pour augmenter sa vitesse. Il rate l'œil de l'araignée, mais il continue quand même, et il va de plus en plus vite. Sa valeur de fatigue dépasse 70, et il ralentit soudainement. L'araignée l'attaque alors, et elle essaie de porter le coup fatal, mais Jinwo se souvient de ses récompenses de l'entraînement quotidien et il utilise la récupération complète pour réinitialiser sa valeur de fatigue. Il parvient à esquiver l'attaque de l'araignée, et il attaque son œil. Cela donne à l'araignée les debuffs drain et paralysie, et Jinwo continue d'attaquer l'araignée pour accumuler les debuffs, et cela finit par tuer l'araignée. Jinwo gagne quelques niveaux après cela, et Gino ne peut pas croire que Jinwo ait vaincu un boss tout seul. Il pense que Jinwo doit être un faux classé, et Jinwo obtient la pierre d'essence de l'araignée. Gino traite alors Jinwo comme son patron, car il a peur de lui, et il propose de porter ses affaires, et il extrait également les cristaux de mana pour lui. Le groupe de Donsuke retourne ensuite dans la salle du boss, et ils sont surpris de les voir tous les deux vivants.
La scène passe ensuite à Gunnet s'entraînant avec Jinchul, et nous voyons que Jinchul n'a aucune chance contre lui, et Gunnet le bête. Jinchul le remercie pour l'entraînement, et Gunnet déclare que c'est ce dont il avait besoin pour se détendre. Jinchul mentionne que Gunnet n'a pas perdu son avantage, et Gunnet déclare que Jinchul s'est également amélioré. Cela montre qu'il a maintenu sa pratique. Jinchul mentionne que l'entraînement ne peut pas améliorer leur rang, mais ils peuvent toujours perfectionner leur corps et leur technique, et Gunnet est d'accord avec lui. Il mentionne qu'il est important de continuer à s'entraîner lorsqu'ils sont censés fréquenter des endroits comme les donjons, car parfois la nature humaine peut montrer son vilain visage dans ces endroits. De retour dans le donjon, le groupe de Donsuk remarque que le boss est mort, et il pense qu'il devait être faible, et l'équipement de Jino a dû suffire pour le tuer. Les membres du groupe demandent à Donsuk ce qu'ils vont faire, et Donsuk demande à Jino si son père est le chef de Yojin Construction. Jino mentionne que oui, et Donsuk déclare qu'il donnera à Jino une chance, et il lui demande de tuer Jinoa. Il mentionne que Jino doit avoir compris maintenant qu'il laisse des chasseurs faibles rejoindre leur groupe, les laisse mourir, et garde le butin pour eux-mêmes. Il déclare que Jino va être leur complice, et il doit tuer Jinoa pour les rejoindre. Donsuk pense que l'équipement de Jino a pu abattre un boss de rang C, donc il peut avoir des effets spéciaux, et traiter avec cela peut être une douleur. Il demande à Jino s'il veut mourir avec Jinoa, et il déclare que Jino ne devrait pas hésiter, car rien de ce qui se passe dans un donjon ne sort jamais. Jino ne bouge pas, et Donsuk se demande si Jino a peur d'un Eurank, et au lieu de se battre, Jino décide de protéger Jinoa. Remarquant cela, Donsuk mentionne qu'il devrait d'abord s'occuper du plus faible, et Jinoa remarque une quête urgente apparaissant devant lui. Cela le distrait et Kyuan parvient à l'envoyer voler avec une attaque. La scène passe ensuite à un chasseur nommé Ejin rencontrant certains de ses amis, et ils vont dans un café. Ils parlent de leur guilde et de comment les choses se sont passées pour eux récemment, et l'un d'eux déclare que la guilde des chasseurs a récemment eu un entraînement de donjon de rang avec Sha'in, mais elle était extrêmement rapide et elle a réussi à vaincre une bête de rang à comme si de rien n'était, et le reste d'entre eux avait même du mal contre elle. Elle déclare que cela a surpris Kyung car il espérait être le chef de la prochaine équipe de frappe. Les filles pensent alors que leur guilde pourrait ne pas être parfaite, mais elles ont de la chance d'être dans les grandes ligues, car elle entend beaucoup de rumeurs sur des équipes de frappe avec des taux de mortalité élevés et suspects. La scène passe ensuite au donjon, et le groupe de Donsuk pense que Jinoa doit être mort. Nous voyons qu'il est en vie, et il se demande pourquoi il a oublié que dans ce monde, la survie du plus fort est la réalité. C'est un monde rempli de violence, de tromperie et de trahison, et il remarque que la quête urgente est de vaincre les personnes qui essaient de le tuer, sinon il subira une pénalité. Il pense qu'il n'aurait pas dû oublier comment le monde fonctionne, et il remarque que le système lui dit de tuer ses ennemis. Il se demande si le système a besoin de le maintenir en vie pour une raison quelconque, et il remarque qu'il mourra s'il ne tue pas ses ennemis. Il se lève et pense que ce n'est pas de la charité, le système veut qu'il soit fort. Il pense que si le système veut l'utiliser, alors il utilisera également le système, et il déclare qu'il avait oublié que les faibles se font toujours prendre. Il mentionne que cela signifie que le groupe de Donsuk doit comprendre comment cela fonctionne, et il se dirige vers eux en colère. Il se demande s'ils sont prêts à être eux-mêmes des proies, et l'un des membres du groupe de Donsuk essaie de parler à Jinoa avec condescendance, mais Jinoa lui tranche la tête. Le groupe de Donsuk est surpris de voir cela, et Jinoa pense qu'il vient de tuer une personne, mais s'il ne l'avait pas fait, il aurait été celui mort en ce moment. Il combat ensuite le reste du groupe de Donsuk, et il les élimine un par un. Ils ne peuvent même pas le toucher, et en quelques minutes, il parvient à éliminer toute la partie et son nombre de victimes passe à 5. Donsuk est le seul qui reste maintenant, et il pense que Jinoa a dû cacher sa vraie force. Il lui demande s'il a été celui qui a vaincu le boss, et il mentionne qu'il ne sera pas vaincu par lui. Il utilise sa compétence de renforcement, et il pense que ce type peut être un monstre, mais il ne peut pas être à pleine force après avoir combattu un boss et 5 chasseurs. Il pense que son truc, c'est sa vitesse, et les capacités spéciales de sa dague, mais sa compétence de renforcement rend son corps plus fort que l'acier, et cette dague ne l'affectera pas maintenant. Il combat ensuite Jinoa, mais Jinoa le projette au sol. Il mentionne que Donsuk peut être fort, mais il a été en train de monter de niveau tout ce temps. Donsuk lui demande alors de lui montrer de la clémence, et il déclare qu'il peut le payer. Il mentionne que Jinoa peut avoir tous les cristaux de mana et les pierres d'essence de ce donjon, et si ce n'est pas suffisant, il peut lui payer le double de cela, mais Jinoa n'est pas intéressé. Il mentionne que Donsuk a essayé de le tuer 3 fois dans ce donjon, et il ne lui montrera aucune clémence. Donsuk déclare que Jinoa ne s'en tirera pas comme ça, mais Jinoa lui dit qu'il a lui-même dit que tout ce qui se passe dans un donjon ne sort jamais. Donsuk essaie ensuite de dire à Jinoa que son frère est un gros bonnet, mais Jinoa lui coupe la tête.
Le donjon commence alors à s'effondrer, car le boss est mort, et la scène passe à Jinwo à l'extérieur du donjon avec Jino. Ils sont interrogés par quelqu'un de l'association des chasseurs, et elle trouve difficile à croire qu'un des ranks et un rank étaient les seuls à avoir survécu à ce donjon. Elle remarque ensuite l'équipement de Jino, et Jinwo remarque qu'il a obtenu une récupération complète, 10 points de compétence, et une compétence nommée intention meurtrière après avoir terminé la quête urgente. Il remarque que l'intention meurtrière peut réduire de moitié toutes les capacités de son adversaire, et la fille de l'association déclare que l'équipement de Jino doit être la raison pour laquelle ils ont réussi à survivre. Il a dû gérer tout seul, et elle part après cela. Jino remercie Jinwo pour tout, et il se met ensuite à pleuvoir, et Jinwo pense qu'il est content d'avoir fait porter ce parapluie à Gina. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 6, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour de résumés d'anime.